Alors il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur les dents. Par exemple, les gencives ne se brossent pas. Le brossage ne fait pas partir le tartre. Le tartre, c'est un truc comme ton bureau. Ouais, ça... Le brossage, c'est une technique de prévention. Notre bouche contient plus de bactéries que notre anus. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Ce matin, ça va vouloir dire à votre sourire. Je reçois le docteur Gérard Dupeyrat. Bienvenue, doc. Bienvenue Philippe. Alors je peux dire docteur, puisque vous êtes médecin stomatologue, chirurgie maxillo-faciale, fondateur de la clinique du sourire, la première du genre en France sur le modèle d'un confrère américain. De Boston, Les Américains, ils étaient un peu en avance sur le... Ah, complètement. Mais ils ont toujours eu de l'avance sur nous. Et que ce soit sur le plan technologique, sur le plan des idées, je parle dans le cadre médical, le reste, on parle des dents. Mais ils ont toujours été en avance, même si plus c'est allé et plus on commençait à récupérer un petit peu notre retard. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les échanges informatifs, dans tous les sens, tous les échanges d'informations, c'est vrai qu'on n'a rien à envier ni aux États-Unis ni à notre pays sur le plan de la technologie. C'était l'époque du sourire à la Farah Fawcett. Alors évidemment, exactement. Pour les jeunes générations, googlez, elle avait un sourire incroyable. Sublime. Elle était sublime. Ah ouais. Elle a eu la très mauvaise idée de mourir le même jour que Michael Jackson. Ah bon ? Ouais. Je savais pas ça. C'est pour ça que c'est passé complètement inaperçu. Ah, c'est fou. Ouais. Mais elle avait une dentition incroyable. Et je dis ça parce qu'à l'époque, tout le monde voulait le sourire à la Farah Fawcett. Absolument. Et c'est vrai que, on va certainement en parler tout à l'heure du sourire, mais c'est vrai qu'elle avait un sourire somptueux, mais en plus, ça rentrait dans son visage et elle dégageait une impression de naturel, de C'était séduction. la californienne. Complètement. Elle faisait complètement californienne. Complètement. Et puis les cheveux, c'est aujourd'hui ce qu'ils font aujourd'hui là. Tout à fait. Le côté wavy. Ouais. Vous êtes une star des réseaux sociaux, doc. Vous êtes sur TikTok. Vous êtes Stomato in Life. Ouais. Quand vous avez atterri sur TikTok? C'est très simple. Vous êtes plutôt toc-toc. En fait, oui, on se connaît depuis longtemps. Donc je savais que vous étiez toc-toc. Voilà, absolument. Mais je me suis dit, il faut mettre un i dans le truc. Donc vous avez mis un TikTok, mais comment est-ce que ça s'est fait? En fait, c'est très simple. C'est que, je dirais pas grâce, mais à cause, entre guillemets, de Google, il y a énormément de fausses idées reçues dans le domaine médical et dans le domaine dentaire. Et j'entends beaucoup de, entre guillemets, ça ne se dit pas, mais de conneries. On dit fake. Fake, voilà, merci. On dit des fakes. Donc beaucoup de fakes dans le cadre médical et dans le cadre dentaire. Et si les fakes n'avaient aucune conséquence, les gens ils se trompent, on leur donne de mauvaises informations éventuellement sur Google, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que ça les inquiète, qu'ils finissent par se faire de fausses idées, et on arrive à des situations qui sont pas catastrophiques, faut pas exagérer, mais qui sont très 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 pénibles pour les patients. Donc en fait, depuis très longtemps, dans différents types d'interviews, j'essaie ponctuellement de rétablir un petit peu des réalités, des vérités par rapport à des fausses idées reçues. Et à l'heure des réseaux sociaux, ce qui m'a été indiqué, c'est pourquoi tu ferais pas un truc sur les réseaux sociaux. Alors, faut savoir que moi, je suis pas du tout de cette époque-là. Donc, vous n'êtes pas un geek? Pas du tout. Donc, j'y connais rien. Et on m'a présenté plusieurs trucs, dont TikTok, et je suis incapable de te dire pourquoi, mais instinctivement, j'ai complètement flashé sur ce TikTok, en me disant, mais c'est un truc où tu peux passer des informations vraiment sérieuses, donner de vraies explications, ça dure pas longtemps, c'est sous forme de vidéo, et puis en gardant de l'humour, parce que la médecine sans un minimum d'humour, l'humour n'empêche pas le sérieux, et la médecine sans humour, faut dire que c'est quand même un petit peu triste, parce qu'on parle de pathologie, on parle de problèmes des gens. C'est pas parce qu'on a de l'humour qu'on n'est pas sérieux. Ça, tout à fait, c'est la base.
Vous publiez toutes mes dents jusqu'à 102 ans. T'es sérieux, point d'interrogation. Ouais. Des plus simples aux plus complexes, la solution à toutes vos questions. Donc c'est sous forme d'abécédaire. Alors j'ai appris dans votre livre que vous n'êtes pas un arracheur de dents, mais un extracteur de dents. Avulsionneur. Avulsionneur, ouais. Le terme exact, si on regarde la sémantique, alors ça c'est pas du tout mon truc, mais ce sont des avulsions dentaires. Et non pas des extractions, non pas des arrachages. Non. Mais bon, le résultat c'est le même. Ouais. Vous expliquez comment est née cette expression mentir comme un arracheur de dents. Oui, c'est rigolo, ça vient du XVIe siècle. Et en fait, c'était tout simplement parce que la sphère bucco-dentaire fait partie, à part le cœur, des organes les plus vascularisés dans le corps humain et les plus innervés. Donc en fait, les avulsions, les arrachages, les extractions, peu importe l'appellation, sont extrêmement douloureuses. Et étant donné qu'à cette époque-là, à part des breuvages qui étaient susceptibles... Il n'y avait pas d'anesthésie. Voilà. Donc en fait, la notion, c'était qu'il y ait un petit peu du bruit autour, éventuellement de la musique, de distraire le patient en se précipitant pour lui enlever la dent qui était concernée. Donc, obligatoirement, le distraire, lui raconter des trucs en commençant par lui dire qu'il n'allait rien sentir, que ça n'allait pas lui faire mal, que ça allait être très rapide. C'est pour ça que c'est menteur comme un arracheur de dents. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses, qui circulent sur les dentistes, les dents. Alors, par exemple, les gencives ne se brossent pas. Pourquoi ? Absolument. La gencive, c'est une muqueuse. La gencive, en fait, son rôle, c'est de protéger les racines dentaires et de protéger tout ce qu'on appelle le parodonte, c'est-à-dire le ligament alvéolo-dentaire. C'est le ligament qui relie chaque racine à l'os du maxillaire, protéger l'os alvéolaire, qui est une structure osseuse qui est située légèrement au-dessus des os maxillaires et qui a une structure un petit peu plus cartilagineuse. C'est ce qui explique que, par exemple, souvent quand tu regardes un crâne, lorsqu'il reste des dents, on voit un petit peu d'os qui reste au-dessus de l'os des maxillaires, et quand le crâne est complètement édenté, en général, ce qu'on voit, c'est simplement les structures maxillaires pures, parce que l'os alvéolaire a disparu en même temps que les dents. Alors, on ne brosse pas les gencives, mais pas non plus la langue. Bah non. Ça vient d'où cette idée qu'il faut se brosser la langue ? La notion, moi je me souviens quand j'étais gamin, ce qu'on me disait, c'était pour que tu sois sûr que tu aies bien brossé, enfin que tu aies fait un bon brossage, une bonne hygiène, il faut que tes gencives saignent. C'était vraiment le truc qui faisait C'était le critère. C'était le critère, voilà. En fait, c'est une connerie monumentale, mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, parce qu'en fait, l'enveloppe de la langue, c'est de la muqueuse. Les gencives, c'est de la muqueuse, et j'ai tendance souvent à le comparer auprès des patients en leur disant: est-ce que vous brosseriez une autre muqueuse ? Alors, il y a deux muqueuses qui font sauter les patients en l'air, même si c'est pas exactement les mêmes structures, mais c'est des structures muqueuses. Ce sont les narines, et puis, par exemple, le vagin. Est-ce qu'on aurait une idée de prendre une brosse à dents pour aller se brosser les narines en se disant: tiens, je vais bien nettoyer le nez, comme ça, tu vois. Enfin, aujourd'hui, les gens s'enlèvent les poils du nez. Je suis d'accord, mais ils brossent pas. Ouais, mais t'imagines. Mais on est complètement d'accord, Philippe. Ça fait mal. Oui, on arrive à ce genre d'aberration. Tout à fait. Alors, le brossage ne fait pas partir le tartre. Absolument pas. Contrairement à une idée reçue. Alors, ouais. Parce qu'en fait, voilà, si tu veux, lorsque l'on mange, les aliments, donc on les broie, etc., avant de les avaler, mais il reste toujours des petits dépôts d'aliments qui seront avalés par la suite. Et en fait, ces dépôts d'aliments présentent certaines bactéries, présentent du sucre surtout, et qui viennent se déposer sur un film très très fin que l'on appelle la plaque bactérienne, qui est située à l'arrière des dents. En général à l'arrière des dents du bas et aussi des dents du haut, et voire à la partie vestibulaire, la partie extérieure des molaires du haut. Et en fait, le brossage ne sert qu'à une seule chose, c'est nettoyer, enlever cette plaque bactérienne. C'est ce film très...
C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut se brosser les dents chaque fois qu'on a mangé. Et non pas systématiquement, 3 fois par jour. C'est la plaque dentaire. Et c'est la plaque dentaire. Voilà, c'est pas pour enlever le tartre. Pas du tout. Le tartre, en fait, c'est l'émanation de la plaque bactérienne qui a été colonisée par les bactéries qui viennent, entre autres, de l'alimentation, et ça devient dur, mais comme un caillou. Donc avec ta petite brosse à dents, tu vas brosser comme un malade le tartre, tu n'enlèveras absolument rien du tout. Mais si tu passes le fil, avec le fil, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On peut pas. C'est-à-dire que entre les dents, si on passe le fil, alors ça nettoie, c'est très bien, mais pas le tartre. Le tartre, c'est un truc comme ton bureau. C'est comme ton bureau, c'est-à-dire que t'es obligé de passer des ultrasons dans un cabinet dentaire, de passer des ultrasons pour enlever le tartre. Le brossage, c'est une technique de prévention qui empêche, si c'est bien fait, mais c'est bien fait dans même pas 1% des cas, qui empêche la formation du tartre. Il existe des révélateurs de plaques dentaires. Ouais. On trouve ça où ? Alors ça, c'est en pharmacie. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui est très bien parce que ça permet de colorer la plaque. Alors ça, c'est très très bien. Quand je le conseille, ce qui est relativement souvent, d'une manière très 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 sympa, après les patients ils me disent, au début j'ai cru que c'était une blague, parce qu'en fait ça colorie la plaque dentaire. Ça se présente comment, Gérard ? C'est en général, c'est ou un liquide ou une petite pastille. D'accord. Ouais. Et tu as une couleur rouge ou bleue, ça dépend de ce que tu prends. Et en fait, cette couleur ne disparaît que quand tu as fini un brossage correct. Et étant donné qu'on se brosse pratiquement tous comme des... je sais pas comment on peut appeler ça, enfin on se brosse mal. En général, si tu mets de la plaque, un révélateur de plaque, pardon, la couleur rouge ou la couleur bleue, au bout de 5-10 minutes, parfois elle y est encore. Et tu te dis, mais attends, c'est un gag. Non, c'est pas un gag. Ouais, là, on va finir par faire saigner les gencives. Voilà. Parce qu'un brossage de plus de 5 minutes, ouais. En général, 5 minutes, c'est ce qui est pris pour les 3 brossages par jour. Et encore. Et encore, ouais. Avec Gérard Dupeyrat, qui est notre invité, médecin stomatologue, qui publie Toutes mes dents jusqu'à 102 ans. T'es sérieux ? Alors, il y a une nouvelle qui a fait un très très peur à Solal, qui réalise cette émission tout à l'heure. Il a eu peur. C'est que finalement, notre bouche contient plus de bactéries que notre anus. Le truc, en fait, c'est à partir du moment où on respire, où on parle, où on mange, la totalité des bactéries qui nous entourent, qui sont des organismes vivants, ils ne sont même pas microscopiques, ils sont angstromiques tellement ils sont petits, il n'y a pas une seule bactérie qui ne pénètre pas dans notre bouche. Angstromique ? Oui, en angstrom, tu sais. Tu as le millimètre, après tu as le micron, puis après tu as l'angstrom quand c'est vraiment l'infiniment petit, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois, et donc effectivement, on a un passage bactérien intrabuccal qui est monstrueux. Heureusement qu'on a la salive qui permet d'aseptiser un petit peu tout ça. Et alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, dans ce cadre-là, c'est que on a une défense immunitaire locale qui est pratiquement une des plus fortes qui existent au niveau du corps humain. Un exemple, par exemple, quand tu enlèves des dents de sagesse. Bon, des dents de sagesse incluses. Moi, je fais toujours un lambeau. Qu'est-ce qu'on appelle incluses ? Incluses, ça veut dire qu'elles sont à l'intérieur de l'os. Elles sont à l'intérieur de l'os. Elles ne sont pas sorties et elles ne peuvent pas sortir sans créer une malposition de l'ensemble de la denture parce qu'elles poussent contre les autres dents pour arriver à sortir. Et donc, on a l'indication de les extraire. Et tu peux les extraire comme ça et laisser cicatriser, ou alors tu fais un lambeau, moi ce que je fais tout le temps, de manière à ce que la cicatrisation soit nickel, que les patients ne soient pas enquiquinés, voilà. Mais sur un plan strictement médical, si tu enlèves une dent de sagesse incluse sans faire de lambeau suturé, ça cicatrisera quand même correctement. Je ne vais pas dire que ça cicatrisera forcément. Grâce à la salive ? Voilà, et à l'immunité locale. Envisage de faire ça, par exemple, sur une fracture déplacée d'un tibia. Tu vas te choper une infection. Obligatoirement, tu as une ostéite, et ça peut partir sur une infection généralisée, sur une septicémie, tu vois. Et moi, je me suis posé la question à la lecture de votre livre, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se brosser les dents alors que la salive est tellement formidable ? Tu as archi raison. En fait, la salive n'empêche pas le dépôt de la plaque bactérienne,
et n'empêche absolument pas les sucres et les bactéries des aliments de venir se fixer sur la plaque bactérienne. C'est uniquement par rapport à ça. Et c'est pour ça Parce que sinon, elle ferait le job. Elle maintiendrait un pH, on va dire, neutre. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, il y a aussi un autre truc au niveau de la salive, tant qu'on en parle, c'est que elle est, comme tu dis très justement, elle aurait un pH neutre, aseptisant, qui nettoie, donc on n'a besoin de rien d'autre. Et tu as raison à 3000%. Mais dans le monde merveilleux des bisounours dans lequel on vit, tout le monde est stressé. Tout le monde est emmerdé par plein de trucs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des modifications du pH salivaire à cause du stress, c'est-à-dire que tes glandes salivaires elles vont sécréter un petit peu plus ou un petit peu moins. En général, c'est un petit peu moins à cause du stress. Donc, tu vas te retrouver dans le meilleur des cas avec l'impression d'une bouche sèche. Dans le pire des cas, une xérostomie, c'est-à-dire une disparition, pas totale, mais super importante de la salive. Donc, tu crées une inflammation des gencives, tu crées un potentiel de carie, tu crées un potentiel de parodontite, etc., etc. Et en plus, en général, c'est pas pour dresser un tableau catastrophique, hein, mais c'est ce qui se voit assez souvent. Tu as des brûlures d'estomac ou des brûlures au niveau de l'œsophage, des gastrites, des œsophagites. Et ça va de pair assez souvent avec une petite hernie hiatale, et tu as les acidités de l'estomac qui remontent. Et l'émail de tes dents. Voilà, qui va être de temps en temps. C'est très mauvais pour l'émail des dents. Ouais. Parce que c'est tellement abrasif. Ah oui. Ah oui, cette acidité. Donc, entre le stress qui modifie les sécrétions des glandes salivaires, c'est pas dans 100% des cas, parce que c'est ce que je dis toujours, la médecine, c'est la seule vraie science qui soit pas mathématique, qui soit pas chaque être humain, et c'est ça qui est génial d'ailleurs dans l'exercice de ce boulot, c'est que chaque être humain, chaque patient, il y a des trucs en commun, mais chacun est différent. Et en fait, tu vas avoir très souvent même l'association, surtout à partir d'un certain âge, du pH salivaire qui est modifié à cause de la modification de sécrétion des glandes salivaires, plus le reflux gastro-œsophagien qui vient de l'estomac et de l'œsophage. On parlait des bactéries qui colonisent la bouche. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ces fameux bains de bouche alors aujourd'hui que beaucoup utilisent, alors déjà pour avoir la bouche fraîche, une haleine fraîche. Alors, et qui aseptise soi-disant le tout. Ouais. Donc, alors avec mon parler un peu cash, faut faire vraiment gaffe. Tu as donné deux notions qui sont très bien. Le premier, c'est la notion d'aseptiser. Il ne faut pas que l'aseptisation par des substances un petit peu fortes à l'égard des bactéries entraîne une inflammation complémentaire des gencives. Ça, il faut faire très attention. Ça ne protège pas en fait, contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Moi, je me souviens par exemple à l'époque, là, je ne vais pas donner le nom parce qu'on n'a pas le droit de donner des noms commerciaux, d'un bain de bouche qui était anti-tartre. Mais anti-tartre. Ça marchait moyennement. On l'avait utilisé, si tu veux. Moi, je faisais partie des praticiens à l'époque, c'est ancien, où on était dans l'étude clinique. Donc, évidemment, on faisait signer un papier aux patients, blablabla. Mais n'empêche, ce que je constatais, c'est qu'effectivement, il y avait une amélioration en termes de quantité de tartre, mais il y avait très souvent une petite détérioration au niveau de la gencive, parce que c'était un truc vachement agressif. Tu vois, c'est... Alors après, tu as parlé de la laine. Et tu as... parce qu'il y a une entrée sur la laine, et beaucoup se servent de ces bains pour camoufler leur haleine. Exactement. Et pour avoir cette impression de frais dans la Voilà, dans la alors bouche. c'est ça qui est génial, Philippe. C'est que les laboratoires, ça ne veut pas dire que ce sont des produits qui ne sont pas bons, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ils mettent des composantes alcoolisées à l'intérieur des bains de bouche, ce qui fait que tu fais ton petit bain de bouche, et quand tu recraches, alors là, tu as une impression de... C'est comme si tu avais des bulles. Tu sais, quand tu bois du champagne, alors, tu vas me dire, on va pas le cracher, le champagne. Mais imagine que tu le craches,
la notion de ces petites bulles qui restent et qui disparaissent après, tu as une impression de fraîcheur, mais qui est fabuleuse. Qui est fabuleuse. Et ça, c'est complètement artificiel. C'est pas parce que tu as cette impression que ta bouche, elle est nettoyée, elle est parfaite. Absolument pas. Et que tu auras meilleure haleine. Absolument pas. Enfin, ça dure un moment quand même. Ça peut durer quelques minutes, ouais. Puis alors après, si tu l'associes avec un chewing-gum à la menthe, c'est pas forcément génial pour la cavité buccale, mais tu entretiens cette bonne haleine. Docteur Gérard Dupeyrat, stomatologue. C'est quoi la différence entre un stomatologue et un dentiste ? Bon, c'est très simple. Quand tu fais stomato, c'est une spécialité de médecine, au même titre que l'ORL, que la cardiologie. Ouais. D'accord. Tu as un doctorat en médecine, voilà, tout simplement. Et puis après, tu as fait une spécialité. Je te dis, comme gynéco, comme cardiologie, comme neurologie, et t'es stomato. Et si tu es chirurgien dentiste, tu as fait des études de chirurgie dentaire qui te donnent le diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Mais tu n'es pas médecin. Et tu n'es pas médecin. D'accord. Voilà. Donc ce qui veut dire que tous les stomatos sont dentistes, mais tous les dentistes ne sont pas stomatos. Ouais, alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment très intéressant, parce que ça, c'est propre à certains pays, dont la France. Mais par exemple, si tu vas en Espagne, moi je suis resté assez longtemps inscrit au Conseil de l'Ordre en Espagne, parce que j'allais donner des cours, enfin des trucs comme ça, notamment à Barcelone, en Catalogne, et je dépendais du Conseil de l'Ordre odonto-stomatologique. Et c'était des études d'odonto-stomatologie. C'est-à-dire que tu n'avais pas de différence entre chirurgien odonto, c'est dentiste, et stomatologie, c'est la pathologie, si tu veux, de la bouche et des dents. Oui, parce que stomato, souvent, je me souviens quand j'étais jeune et que je disais, dans des soirées, des trucs, qu'est-ce que tu fais ? Je fais de la stomato. Souvent, les gens me parlaient de leurs problèmes d'estomac. Ouais, voilà. Ce qui est logique. En fait, ce qui est complètement logique. En fait, je ne vais pas faire mon intellectuel que je ne suis pas du tout. En plus, je n'ai jamais fait de latin. J'ai plus fait des arts martiaux que du latin. Surtout que c'est du grec. Voilà, c'est ça. Ça vient de stomodeum, qui est la cavité buccale de l'embryon. D'où la notion de stomatologie, et qui n'a rien à voir avec de la bouche. Bouche, voilà, c'est les pathologies de la bouche et des dents. Et alors, que soigne un stomato ? C'est quoi la différence avec un dentiste ? Je vais être très, très clair et très direct avec toi. Je croyais que c'était ceux qui arrachaient les dents, moi. Non, en fait, aujourd'hui, tu as un énorme, un énorme creuset dans lequel chacun choisit un petit peu son domaine d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait beaucoup au début de chirurgie maxillofaciale. C'est-à-dire, ça concernait l'ensemble du visage. Donc, maxillo, c'est pour les maxillaires. Ouais, et facial. C'est-à-dire le nez, mais je ne suis pas otorino. Mais en chirurgie maxillofaciale, on reconstruisait, ils continuent toujours de reconstruire les maxillos, les traumas de guerre, les gueules cassées, les agressions, toutes ces choses-là, si tu veux. Par exemple, les pommettes défoncées, les nez défoncés, les mentons, toutes ces choses-là. Et en fait, il a été développé au niveau des facultés de chirurgie dentaire, la chirurgie maxillo-buccale, où les gars, y a pour moi, si tu veux, et ça c'est dans tous les domaines, et encore plus aujourd'hui qu'avant, la compétence, c'est pas le diplôme qui te le donne. La compétence, c'est ce que tu aimes faire, que tu sais faire, et pour lequel tu as pu constater ponctuellement des échecs que progressivement tes maîtres t'ont appris à récupérer. Et à partir de ce moment-là, tu es vraiment compétent dans tel ou tel domaine. Tu vois, mais le stomato, c'est celui qui pose des implants.
Ouais, mais comme le dentiste le chirurgien dentiste ouais, aujourd'hui, pareil, bien ouais. sûr. Ah, c'est même pas une spécialité du stomato. Non, moi quand j'ai débuté, il y avait non, il y avait quelques chirurgiens dentistes, mais c'était essentiellement les stomatos, les chirurgiens maxillofaciales, qui posaient les implants. Tout à fait. Ouais. Maintenant, tout à fait. par extension, aujourd'hui, voilà, tout ce qui est chirurgie de la bouche et des dents, t'as pas de différence, tu vois, c'est les gars qui sont habitués à faire tel type d'intervention et qui les font très bien, à la base, qu'ils soient stomato, maxillofaciaux, chirurgien dentiste ayant une expérience. Et pour se faire enlever les dents de sagesse, par exemple. C'est pareil, c'est une question d'habitude. D'accord. C'est pas réservé au stomato. Ce n'est plus réservé à la stomatologie. Moi, j'étais resté là-dessus. À la base, oui. Ouais. Ah ben oui, à la base, moi, quand j'ai commencé, toutes les dents de sagesse incluses, les canines incluses, les réparations de bas-fond de sinus quand tu as une communication bucco-sinusienne. Là, on est dans la stomatologie et la chirurgie maxillofaciale. Mais moi, j'ai quelques très bons copains dentistes qui font ça très bien, tu vois. Sous le manteau. Ça, c'est toi, Philippe, qui font ça sous le manteau. On vous donnera les adresses à la fin de l'émission, à de très très bons tarifs en plus. Alors, antenne, on est en train de parler d'argent, et je disais les dents, c'est cher. J'en disais ça à mon invité Gérard Dupeyrat, médecin, stomatologue, et qui publie toutes mes dents jusqu'à l'âge de 102 ans. T'es sérieux, aux éditions Le Courrier du Libre. Avant de parler du sourire et de cette mode des dents alignées et bien blanches, je voudrais qu'on parle de ce qu'on appelle une infection focale et pourquoi c'est important d'en parler. Alors c'est super important parce que... alors qu'est-ce que c'est une infection focale ? En fait, c'est à partir d'une lésion parodontale, c'est-à-dire gingivale, ou intraosseuse, d'un kyste dentaire, donc une infection bucco-dentaire stricte. Il y a un essaimage des toxines bactériennes dans l'ensemble de l'organisme. Et en fait, plus on avance en âge, ou même si on est jeune et qu'on a des traumatismes suite au sport ou suite à certains accidents, on va avoir ce qu'on appelle des organes cibles qui sont un petit peu altérés. Ça peut être un genou, ça peut être le cœur, un poumon, le rein, les yeux, peu importe. Et en fait, l'infection focale, c'est une infection à distance qui est d'origine bucco-dentaire et qui va être le facteur déclenchant d'une pathologie à distance, ou qui va être, si ce n'est pas le facteur déclenchant, un facteur aggravant, ou beaucoup plus rarement être à l'origine d'une pathologie à distance. Alors c'est pour ça qu'un anesthésiste, quand vous allez être opéré, absolument, va vous ouvrir la bouche. Ouais. Et que vous pouvez vous retrouver à vous faire arracher 3 dents avant l'opération. Exactement. Et systématiquement, alors ce que tu dis, c'est génial. Et en fait, c'est encore plus valable pour les interventions de chirurgie orthopédique, quand il s'agit de poser une prothèse de hanche, une prothèse de genou, tout type de prothèse, et toutes les chirurgies cardiaques, parce que ce sont des chirurgies à très haut risque infectieux. Et donc, on demande systématiquement, l'anesthésiste demande systématiquement une radio panoramique et un examen fait par le stomato ou le chirurgien dentiste. Et à partir de là, de temps en temps, aux grandes surprises, tu as des patients qui vivent très bien avec des dents saines et quelques dents qui sont bancales. Et ben, ces dents avec lesquelles ils vivent, qui sont entre deux, si tu dois te faire poser une prothèse de hanche, de genou ou d'une autre articulation ou une chirurgie cardiaque, et ben, tu peux être amené à être obligé de te les faire enlever. Et ça, et à différer ton opération parce qu'on ne sera pas opéré s'il y a une infection. En général, oui, mais aujourd'hui, si tu veux, les anesthésistes se prennent relativement à l'avance pour que le patient fasse l'examen radiographique et l'examen clinique, je dirais au moins 1 mois et demi avant l'intervention qui est programmée, tu vois. Ouais. Donc en fonction de l'importance de l'infection qui est située en bouche, tu peux assez souvent avoir le temps de régler le problème et de te retrouver avec 15 jours ou 3 semaines de délai de cicatrisation, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de repousser l'intervention. Mais c'est vrai que parfois, ça oblige à repousser l'intervention. Mais mauvaise idée de se faire opérer avec une carie.
Ah oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, complètement. Très mauvaise idée. Ah oui. Ah oui. C'est pas systématique. Le problème encouru ne va pas être systématique, mais il faut surtout pas le faire. Il faut avoir une bouche parfaitement saine avant, surtout ce type d'intervention. Est-ce qu'il faut une ordonnance pour aller voir un stomatologue ? Dans le parcours de soins. C'est important parce qu'on parle de remboursement de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut avoir été orienté ou on peut aller le voir en première intention ? Bien. Alors je vais te faire sourire et là on va commencer à rentrer dans le bordel administratif. C'est pour ça que je vais te faire sourire. C'est que pour aller voir un chirurgien dentiste, tu n'as pas besoin d'un médecin référent. On est d'accord. Tu peux y aller en consultation directe. Tu vas en direct, il n'y a pas de souci. Et tu es remboursé au max. Mais un stomatologue étant une spécialité de médecine, la théorie serait qu'il faille un médecin référent qui t'adresse au stomato, qui va te faire les mêmes soins qu'un chirurgien dentiste. Donc, en fonction des caisses de sécurité sociale, t'en as qui sont, entre guillemets, très cons et qui exigent qu'il y ait un médecin référent qui adresse, et d'autres qui sont beaucoup plus logiques et qui se disent, attends, le patient, il va se faire soigner les dents, il n'y a pas besoin d'un médecin référent. Surtout que quand tu réfléchis une seconde, c'est un coût supplémentaire pour la sécurité sociale. S'y réfléchissez une seconde, tu vois, parce que tu n'as pas besoin pour te faire soigner les dents. Le médecin référent garantit le bon remboursement. Voilà, c'est ça. Mais tu payes le médecin référent. Ah ben, il faut d'abord la visite. Voilà. À 26,50. Donc c'est un coût. Ouais, c'est un coût pour la sécurité sociale. C'est un coût supplémentaire. Ce qui est d'une absurdité totale, tu vois. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, les gens veulent des dents bien alignées. Alors ça, c'est nouveau. Alors là, ils retournent chez l'orthodontiste, passé 20 ans, alors, c'est plus pris en charge passé un certain âge, il faut savoir. Passé 15 ans, voilà. Ouais. Et ça coûte une blinde. Si vous voulez des dents alignées, ça va vous coûter cher. Et des dents bien blanches, vous dites que le faux devient naturel. Oui, c'est assez amusant, cette évolution depuis que l'on fait entre autres, parce qu'on ne fait pas que ça heureusement, mais qu'on fait entre autres du sourire et de l'esthétique du sourire, c'est que les premières décennies, enfin j'ai pas 102 ans non plus, tu vois, pour reprendre le titre du truc, mais les premières décennies, ce que voulaient les patients, c'était un sourire qui corresponde à leur visage, c'était un sourire qui leur donne un petit peu de dynamisme, être un peu dans la séduction, etc., etc. Et avec les réseaux sociaux et toutes les émissions de télé-réalité et tout ça, c'est plus blanc que blanc. Moi, ça me rappelle Coluche quand il parlait des lessives. Et en fait, c'est devenu une telle mode que cette blancheur, mais qui est totalement artificielle. Faut pas oublier qu'il y a quelques années, on a été obligé de créer des teintes encore plus claires. Le OM1, OM2, OM3, c'est des teintes qui n'existaient pas sur les teintiers céramiques. M1, M2, M3, OM1, OM2, OM3. Alors, c'est lequel le plus blanc ? C'est l'OM1. L'OM1, d'accord. Vous appelez ça les white addicts ou les obsédés du blanchiment des dents. Donc, pourquoi vous dites que c'est pas conseillé finalement les dents plus blanches que blanches ? Alors en fait, moi, disons que on introduit des produits qui, s'ils sont positionnés trop souvent, peuvent agresser les dents et les gencives. Si on le fait d'une manière raisonnable, on ne prend aucun risque. Mais en général, quand on est... les gens ne s'arrêtent pas. Voilà. Ils veulent que ce soit toujours parce que plus blanc. Dès que tu commences à avoir un résultat sympa, tu te dis, mais punaise, je veux avoir un truc vraiment qui flash. Parce que tout ce que tu vois à la télé, toutes les nénettes, ça flash, tous les mecs, ça flash. Tu vois, ça va des présentateurs télé, en passant par la télé-réalité, en passant par... Et en fait, après, l'autre technique, ce sont les facettes ou les jaquettes céramiques, où là, tu choisis complètement ta teinte, mais tu es obligé de plus ou moins tailler les dents. Alors, ça fait... Il y a le phénomène de ce qu'on appelle les dents de requin. Ouais. Et alors, si tu veux, ce genre de truc, ça fait sourire les Américains, parce que on a une absurdité. Je vais te la décrire dans 2 secondes. Aux États-Unis, pour eux, mettre des facettes ou des jaquettes,
c'est pas un acte d'une agressivité monstrueuse. Ça fait longtemps qu'ils font ça en plus. Ça fait une éternité. Alors qu'en France, on va dire, oh là là, mais s'il faut dévitaliser la danse, c'est ennuyeux. Bon. Et alors, ce qui est amusant, un truc moi, qui m'a toujours, j'en ai parlé à plein de potes chirurgiens plasticiens et des copains dentistes. Et ce qui est amusant, c'est que par exemple en France ou en Occident, si on te taille des dents pour te mettre des facettes un petit peu plus épaisses ou te faire des jaquettes, on va assez souvent être obligé de dévitaliser une dent. Pas tout le temps, on essaie de l'éviter, mais parfois, bon. Et ça pose un petit problème, pas majeur, mais un petit problème. Et à côté de ça, les mêmes patients ou les mêmes patientes qui se font faire une rhinoplastie, c'est-à-dire se faire modifier le nez, faut pas oublier que tu crées une fracture de la branche montante bilatérale de l'os maxillaire supérieur, ce qui est quand même beaucoup plus agressif que d'en être arrivé à dévitaliser une dent. Donc en fait, ça fait partie de culture. Mais vous n'aimez pas, vous, dévitaliser si on peut les garder vivantes, c'est bien mieux. Qui n'en ont pas besoin, qui sont saines. Bien sûr, c'est beaucoup mieux. Mais alors après, tu te heurtes aussi à un autre problème qui n'est pas vraiment de ma partie, c'est la partie psychologique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas bien, ce que j'appelle qui est pas bien dans son sourire, qui est pas bien avec ses dents, s'il voit, même si c'est artificiel, s'il voit à la télé des gens qui, en apparence, j'insiste bien sur le en apparence, sont très bien, ils sourient dans tous les sens. Si toi, tu es un peu mal dans ta peau, ce dont tu as envie, c'est ce que tu vois à la télé. Tu vois, donc ça va altérer un petit peu une certaine forme de, je dirais, de prise de recul sur... tu vois, c'est un peu comme, par exemple, des gens qui sont relativement gros, voire à la limite de l'obésité. T'en as qui le vivent très très bien. Et d'autres... ils sont prêts à faire n'importe quoi. T'en as qui font des bypass à plusieurs reprises, même si c'est déconseillé. Tu vois, c'est très délicat en fait aujourd'hui. Les dentifrices blancheurs, ça fonctionne? Alors, le dentifrice blancheur, c'est... Ou au charbon, tu sais. Ouais, charcoal. Ouais, si tu veux, c'est pas nul, mais c'est du business. C'est-à-dire que... Mais ça ne dit pas si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne très moyennement. Ce qui se passe en fait, c'est que ça a un petit effet abrasif en général. Donc tous les colorants externes, c'est-à-dire le thé, le café, le vin rouge, la cigarette, etc. À partir du moment où tu utilises une poudre qui est un petit peu abrasive et que tu nettoies, tu fais disparaître cette couleur, mais qui vient de l'extérieur. Si c'est un jaunissement des dents suite à l'âge ou suite à un trauma dentaire, qui est interne, c'est-à-dire que c'est ta dentine et la vascularisation de ta dentine qui est un petit peu modifiée, ta dent va devenir légèrement jaune ou légèrement grisée de par la modification de dentine. Et là, il n'y a que des produits chimiques à une certaine concentration, comme le peroxyde de carbamide, le peroxyde d'hydrogène, qui vont avoir un effet. Et pour ça, il faut que tu aies une durée d'application qui n'est pas énorme, mais qui est au minimum de 30 à 40-45 minutes, et une concentration qui doit être entre 35 et 40%, tu vois. Alors, c'est sur une séance, évidemment, que tu fais au cabinet, mais tu ne peux pas demander le même résultat à un dentifrice blanchissant dont la concentration en produit de blanchiment, qui n'est pas forcément du peroxyde de carbamide en plus, va avoisiner les 1% ou les 2%, parce qu'on est dans la cosméto. Ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas considéré comme du médicament. Donc la concentration, elle est obligatoirement extrêmement faible. Donc tu as une concentration faible. Donc le résultat, ce n'est pas le résultat qu'on obtiendra en cabinet. Ah ben pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais après, je dirais, pourquoi pas. Si. Mais est-ce qu'il y a des trucs de grand-mère qui fonctionnent? C'est le charbon. C'est le bicarbonate de soude. Alors, tu peux le mélanger avec du jus de citron, des trucs comme ça. Mais il faut toujours faire très attention. Le jus de citron, je crois que c'était très abrasif pour l'émail des dents. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout ce qui réalise une petite abrasion
Pour l'émail des dents, c'est pas génial. C'est pour ça que, par exemple, le bicarbonate de soude avec du jus de citron, il faudrait pas faire plus de 2 applications par semaine, tu vois. Et chaque application durant 1 minute. Tu vois, c'est... Je voulais juste terminer sur quelque chose que j'ai appris dans votre livre. Qui est responsable si vous partez donc à l'étranger faire des soins dentaires parce que ça coûte une blinde en France et que vous êtes très très cher et que vous nous saignez? Totalement. Vous les stomatos. Il faut entretenir les jets donc privés. on est obligé d'aller en Turquie ou dans les pays de l'Est. Qui est responsable s'il y a quelque chose qui se passe au retour? Alors c'est le gros bordel. C'est le gros bordel parce que la logique, c'est que tu retournes voir le praticien qui t'a soigné. Mais ça... Non, mais s'il est à Istanbul... Voilà, c'est pas... Voilà. Et tu vas pas tomber forcément sur le même, etc. etc. Mais si tu es rentré en France et que tu as... c'est pourquoi je dis que c'est le gros bordel, parce que tu as beaucoup de praticiens qui ne veulent pas prendre en charge les soins qui ont été faits ailleurs, parce qu'il y a un problème de responsabilité. Et que le dernier praticien qui a touché à ta bouche, même s'il n'a pas fait grand-chose, il a une responsabilité qui est relativement importante. Mais en France. En France. Le dernier qui a touché absolument. À ta bouche en France. Oui, excuse-moi. Oui, absolument. D'accord, mais ça c'est important. Absolument. Mais pensez-y. Ce qui fait que... Pensez-y avant d'aller faire des soins à l'étranger. Alors évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Ah bien sûr. Mais tant que ça se passe bien tant mieux. C'est formidable. Mais totalement. Ouais, mais c'est totalement. Et alors, le truc, si j'ai encore une petite minute par rapport à ça... 30 secondes. 30 secondes. Oh putain, c'est la merde. Je dis plus rien. Non, le truc, en fait, c'est que dans tous ces centres, qu'ils soient en France, à l'étranger, il faut savoir que les praticiens sont au pourcentage, et un pourcentage qui est faible. Donc, je dirais pas que les motivations sont différentes, parce qu'il y a d'excellents praticiens qui ont une conscience professionnelle fabuleuse. Mais c'est vrai que, c'est pas évident. Voilà. Bon, toutes mes dents jusqu'à 102 ans, t'es sérieux? Montrez le livre à la caméra, parce que sinon ok, ça va. Votre attaché de presse va râler. Vous réécouterez cette ça émission. Va comme ça, Philippe? Ah ouais, non, c'est très très bien. Là, au niveau de la promotion, on est au maximum. Tu vois, TikTok à côté, c'est rien du tout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Gérard. Merci beaucoup Philippe. On a plein de lettres à faire, de A et à Z comme zozoté. Donc tout à fait. On fera zozoté la prochaine fois. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.